Donc aujourd'hui, je vais partager mon expérience sur GraphQL et React, mais d'un point de vue côté back. Voilà. Donc l'objectif de cette présentation est de faire une comparaison avec React et GraphQL. Après, c'est expliquer aussi sur l'impact sur le développement React. Et enfin, on terminera sur le partage d'expérience sur les deux tablés. Donc, alors, ce qu'on va voir, c'est le format. Le deuxième point, c'est le point d'entrée, la base de données. Après, on va voir l'affichage des objets et manipulation des données. On va voir le développement avec React. Et à la fin, on terminera sur le retour d'expérience sur GraphQL. Voilà. Alors, le format. Alors, on va faire une comparaison entre les deux. REST et GraphQL. Alors, REST, comme je pense que certains connaissent l'API REST, et on a déjà utilisé, je suppose. Alors, REST, en fait, c'est le format, c'est le ancien API le plus utilisé. Il est passé sur le protocole HTTP, et son contenu de réponse côté client, il peut être sous format JSON, XML, CSV ou alors du RSS. Alors, le GraphQL, lui, est plutôt plus un langage de requête conçu pour fonctionner sur un seul terminal via HTTP. Son contenu de réponse est en JSON et c'est le seul format qui est supporté. Et on remarque côté REST, il y a une certaine souplesse qui supporte plusieurs formats, surtout pour l'affichage du contenu. Voilà. Alors, on va passer sur les points d'entrée, moi qui me semble c'est très important. On a alors ce que vous pouvez voir avec les points d'entrée, on a je vais prendre les trois exemples. Pour la partie voilà, je vais afficher l'ensemble des ruches. On peut faire avec la méthode get et post. Le deuxième point, je veux afficher une ruche. Alors une ruche peut avoir plus de pattes. Alors entre les deux, c'est modification partielle ou modification totale. Et on a select de la suppression. Là, on va arrêter sur un seul point ce soir, et on va passer sur voilà, je veux afficher une ruche avec la collection citadelle. Et là, on va utiliser cette requête tout à l'heure pour pouvoir faire la comparaison. Et côté REST, on a un seul point d'entrée. On a, alors, dans la méthode get, post, j'ai mis le point d'interrogation, en fait, ça peut prêter confusion. Donc en fait, post, et on peut porter un post formulaire. Et en fait, le GraphQL fonctionne autrement. Et via ces méthodes, on a deux notions qui rentrent en jeu, des queries mutations, voilà. Et on remarque qu'il y a un point, il y a un inconvénient de ce côté-là qui ne permet pas de visualiser le cache HTTP. Et surtout, de servir la même réponse. Et ça, c'est vraiment un problématique pour les sites infographiques, par exemple pour les sites e-commerce ou un site qui est à fort trafic. Voilà. Donc, on va passer sur la base de données et puis les données. Sur les deux API, on peut bloquer sur n'importe quel type, n'importe quelle base de données. Ça peut être du MySQL, du PostgreSQL. Là, pour l'instant, pour notre exemple, on va servir tout simplement, on va faire les mêmes requêtes et on va prendre du MySQL. Il suffit pour des exemples et on va pouvoir comprendre la comparaison entre les deux. Et alors, nous, alors côté REST, on va utiliser un client HTTP basé sur un promesse, Axios, et GraphQL. Il faut un fondateur, on va utiliser un rouleau client qui va permettre de créer un interface utilisateur pour récupérer les données. Voilà. Et bien sûr, et on va faire en sorte, on va afficher les données sous format JSON.
Voilà. Voilà, merci. Donc, voilà. Donc, on va créer 3 tables, la ruche, la veille et puis le hall. Et on va faire une jointure entre la ruche, Alfadi et Olati pour son hall. Voilà. Donc, alors, on avait dit tout à l'heure qu'on va faire la même requête SQL pour les deux. Et on va sélectionner l'ensemble des tables associées à leur rôle et vivant dans la même ruche. On a une requête. Voilà. Et on va passer en paramètre une valeur ADI, on va prendre une valeur ADI de la ruche. Voilà. Alors, donc on continue, et ensuite, avec côté l'API REST, sachant que on va faire une requête, on va définir un format pour afficher l'ensemble des données. Donc, il faut remarquer que dans la partie de code, j'ai oublié de créer les clés à un objet, et je vais créer le nom, la date de naissance et son rôle. Et après, je vais récupérer le nom de la rue, son numéro, la location et l'ensemble de collections de rues. Et je vais reproduire le même format côté GraphSQL. Voilà. Donc, voilà, donc on a vu quand la structure et le format ont été travaillés, et puis les données n'ont pas été formatées. Donc, alors, maintenant, côté GraphSQL, on va définir un petit objet, et définir les champs. Sachez que on ne sommes pas obligé de passer sur la base de données. Ça peut être très autrement. Voilà. Ici, dans le cas, voilà, moi je définis le schéma. Voilà, je définis le schéma de la rue et je prends exactement les noms de champs et son rôle. Et je vais prendre un autre type, organisation. Or, dans la base de données, je n'ai pas la table d'organisation. Tout simplement, j'ai fait les prêts pour montrer que, en fait, le schéma est complètement indépendant et on est libre de définir nous-mêmes le schéma. Et il faut remarquer que dans ce schéma, on a la collection qui est la veille. Un point important, c'est qu'en fait, il faut remarquer que les données, par exemple, on a les types de champs sont définis. On a un fort typage, en fait. Fort typage côté la définition des champs. Ce qu'on n'a pas côté REST. Et on va faire une query. Voilà, ça c'est ma requête. Je reprends exactement la même requête et je vais passer la valeur ID associée à l'organisateur. Voilà, donc je continue mon code et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on a vu avec côté REST, on structure les données et on alimente les données. Les données, en fait, on les alimente via le résolveur. Alors, dans le résolveur, je dis qu'en tant que query, je lui envoie la requête, la même requête, et je vais pouvoir alimenter mon organisation. Voilà. Donc, voilà. Bon, une fois que j'ai compris le format côté GRED et j'ai défini les schémas côté GraphQL, donc je vais afficher un tableau et un objet pour l'API GRED. Voilà, donc on va prendre des exemples, on va arrêter sur cet exemple. Voilà, donc j'ai reproduit l'ensemble du schéma. Bon, c'est génial, mais moi j'ai un souci. Parce qu'en fait, il peut arriver au cours d'un projet, j'ai un client qui me demande, ouais bon, c'est super, mais ce qui m'intéresse, c'est le nom de la ruche, et je veux que le nom des tablettes. Ok, donc ça veut dire que je dois créer un autre point d'entrée et je dois refaire ma requête. Voilà. Bon, moi je suis plutôt limité par les contraintes vraiment côté API. Mais je peux aussi, je suis pas resté, je n'ai pas envie de refaire. Je vais garder la même point d'entrée et puis voilà. Ça me suffit. Mais en fait, moi qui me dérange en fait, c'est que en fait, vous voulez, l'ensemble des données sont affichées, mais ils ne sont pas tous exploités. C'est que c'était vraiment pertinent. Voilà.
Alors, voilà. Maintenant, je vais passer côté intellectuel. Alors, ici, on a un parti côté PAC et côté front. Alors, je vais envoyer. Donc, on a vu tout à l'heure. Attends, on va voir. Euh, voilà. Donc, j'ai pu reproduire presque à l'identique le même schéma qu'on a vu côté la l'API grecque. Et on a un seul boîte entrée. Ok, super. Voilà. Donc, moi, j'avais dit tout à l'heure que ouais, il y a le nom de la crue qui vient, et je veux afficher que le nom de la cruche et que le nom des abeilles. Et puis, oui, je peux le faire. Donc, ça veut dire, il suffit que j'enlève add number et j'enlève add no question et je garde p-name. Et ça, c'est possible. Et c'est possible, et il y a l'avantage aussi, c'est que, en fait, c'est toujours la même requête. Donc, l'avantage pour le client, c'est souple, et ça me permet d'abîmer les données de dont j'ai vraiment besoin. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin non plus de créer un autre boîte d'entrée, bref, tout est là. Voilà, c'est super. Pour maintenant, je vais rapporter un point de vue côté React, même si je côté pas, mais en fait, j'ai quand même fait une partie du développement côté React. Alors, on peut très bien faire du React sans Redux. C'est vrai, on peut le faire. Mais moi, j'ai un site à part trafic, j'ai une architecture qui est très bien définie, et j'ai une architecture donc, alors, pour la couche Redux, en fait, c'est très un plus vraiment pour t'es recommandé en fait, surtout pour gérer, surtout dans le cas des sites à fort trafic, et ça permet aussi de t'apporter des bonnes pratiques. Et bien sûr, après, si vous voulez pas faire, on peut très bien faire sans Redux, mais après, ça fera plutôt du code de spaghetti, bon, voilà. Et on remarque aussi que, sachant qu'on a besoin, déjà le temps de développement est plus important. Et vous allez voir pourquoi. Après, avec QL, voilà, j'ai pris un exemple du code. Voilà, je vais prendre la requête et query, le query que je trouve dans cet outil-là, je vais l'importer et je vais passer le propre. Et sachant que dans query, j'ai pi by i. Et ça, il a été défini, on peut revoir en arrière. On peut le trouver, voilà, je peux le trouver sans là. Et j'ai exactement la même query, et grâce à ça, je peux y accéder pour récolter les données. Et on remarque aussi que, voilà, j'ai un morceau de code, je revois les valeurs, les bien propres, et je récupère la valeur de la ruche. Et voilà. Voilà. Alors, donc, on remarque aussi que déjà, on gagne du temps en termes de besoin, et je ne dis pas la couche Redux, je n'ai pas besoin. Et alors, moi, je ferais mettre juste quelques mots de bonne pratique, c'est juste quelques recommandations, et on peut voir plus en détail dans le lien que j'ai mis en bas. Alors, par exemple, je pense que par exemple, il faut définir l'environnement, il faut identifier GraphQL dans l'environnement de production. Voilà, j'ai juste, voilà. Après, pour afficher la réponse, pour afficher l'animal les données, pour la table raison que pas pertinent, par exemple, si on a les terrains, on affiche les terrains, si on n'a pas les terrains, on ne les affiche pas. Voilà. C'est juste une façon de le faire. Si je n'ai pas les données, je ne l'affiche pas et j'envoie les terrains. C'est juste une gestion. Après, la nullabilité. Alors, on a vu que dans les types, voilà. Dans les types, quand on parle de nullabilité, par exemple, il est possible d'avoir une donnée nulle. Donc, pour ne pas confondre avec les nuls côté GraphQL, donc, idéalement, il faut mettre un point avec exclamation pour dire que la donnée elle est obligatoire, elle ne peut pas être nulle. Après, c'est un choix.
En fait, tout simplement, c'est pour éviter les conditions entre le nœud de la base de données et le nœud de la virtuelle. Voilà. Une fois qu'on a mis quelques bonnes pratiques qu'on a mis en place, là on peut gagner en termes de, on peut gagner en productivité en termes de développement. Et moi je vous encourage vraiment. Certes, ça peut être problématique avec les sites informatiques, mais rien ne vous empêche de développer avec les sites vitrines, d'autres sites qui n'utilisent pas d'informatique. C'est là que vous voulez le faire. Voilà. Donc, pour terminer, alors, moi, côté PAC, moi, je me souviens, j'ai fait une démonstration avec l'équipe et j'ai soumis GraphQL et j'ai soumis aussi le développement côté React. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que GraphQL, forcément, ça demande une certaine compréhension et ça demande de l'apprentissage. Après, moi j'ai rencontré d'autres difficultés pour configurer avec le Resolver, surtout pour d'autres langages, en JS. Par exemple, moi, bon, traitement de PHP à Resolver pour alimenter Resolver qui était compliqué. Donc, j'aurais été sur le JS. On peut le faire avec une autre, c'est parfait. Après, quand j'ai fait la démonstration avec GraphQL, c'est qu'en fait, ça demande aussi une addition collégiale. Soit l'équipe adopte ou pas. Donc, on fait avec. Et il y a un autre point, il y a les sites d'apport graphique et ça nécessite aussi de recevoir l'architecture et les applications. Donc, alors, pour finir, pour qu'il y ait partie des sites d'apport graphique, la DY il apporte beaucoup aujourd'hui. En revanche, le GraphQL, malgré ses défauts, malgré sa jeunesse, c'est aussi une bonne alternative. Et déjà, en termes de productivité, c'est intéressant. Et on peut très bien faire avec pour les sites vitrines, additionnels, bref. Donc, franchement, moi, je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas parce que, certes, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour les sites d'apport trafic, allez-y. Faites tout ce qui est vos projets, vitrines, un petit blog, allez-y. Parce que je sais que par la suite, il va évoluer. Je sais qu'il y aura encore des changements, il y aura des évolutions. Voilà. Alors, enfin, je vous remercie. Des questions ? Niveau performance, oui. Entre les deux, quel est le ratio, l'affichage Alors, la performance, ouais. Par exemple, j'ai vu qu'il y a dans les bonnes pratiques, par exemple, il y a la possibilité il y a une librairie qui s'appelle DataLoader, qui a été mise en place par Facebook, et qui permet de mutualiser le cache donné. Et ça, on peut le faire. Par contre, pour HTTP, les caches HTTP, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, malgré ça, on peut encore mutualiser surtout la partie données. La base de données, on peut mutualiser les caches. Ça, c'est encore possible. Mais ça va venir par la suite. Et moi, je crois que si on arrive à résoudre ce problème de HTTP, là, moi, je dirais faux, on peut faire du GraphQL full. Par contre, reste, je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est très difficile aujourd'hui. Et la plupart des projets qui sont sur l'API REST, vous êtes obligé de prendre comme tel et on fait avec. Et après, ça dépend des fonctionnalités que vous voulez développer. Voilà, si une fonctionnalité ne nécessite pas vraiment un fort trafic, machin, après, voilà. Oui. Pour le cache, pour le système de cache, tu sais qu'à Apple, par exemple, il y a un système de cache, et même dans leur site, ils encouragent les fidèles à utiliser leur cache, d'utiliser le store, et tout ça. Et c'est tellement bien fait. Alors, est-ce que ça résout le problème ou c'est plus que ça? Alors, est-ce que le problème de cache, vous allez rencontrer d'autres problèmes de cache ou par exemple, c'est pas un cache je suis devant. mais... Je suis devant.
Donc, je prends, je fais ça avec l'API REST et RAP. Moi, je sais qu'avec l'API REST, on peut mutualiser les caches pour la simple raison que si on veut, monsieur m'a parlé de la performance, c'est simplement le cache aide à la performance. Le problème, c'est qu'avec QL, j'ai un seul point centré. Et c'est un peu, je ne peux pas mutualiser en fait. Oui, mais Apollo, en fait, avec son système de cache, il te permet de sauvegarder les données. C'est vrai que à première pensée, en disant, si on réfléchit le navigateur, on va perdre le cache, mais en fait, il y a d'autres solutions. C'est des plugins, en fait, c'est que les données, il faut les mettre dans le restaurant, ils vont tester ou n'importe quoi. Et lorsqu'il rafraîchit le cache, il régénère. C'est aussi une autre possibilité. Bon, après, c'est plus mon expérience côté REST, c'est. Voilà. Après, on peut corriger les défauts. Je ne dis pas que. Après, il faut. Moi, surtout en termes de site trafic, pardon, je ne peux pas concevoir un site habituel avec du e-commerce. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas. Et parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, en fait. Surtout la partie technique, des serveurs et tout. Voilà. Après, il faut savoir, moi, là, c'est mon point de vue que je tenais ce soir. Mais après, je ne dis pas que dans 6 mois, je peux encore évoluer, parce qu'il peut y avoir des évolutions. C'est que je constate aujourd'hui. Après, je vous propose d'en parler un petit peu après. Déjà, peut-être qu'il y a une autre question sur un. Moi, c'est rapide, c'est juste à un moment donné, il y a une mention à GraphiQL. Alors, j'ai dit, c'est quoi en fait? voilà. C'est là. C'est là? Non, juste. Ah, là. Ça. Non. Ouais, mais GraphiQL, en fait, c'est cet outil-là. Ah. En fait, c'est un outil. C'est dans En fait, c'est un outil qui permet juste de afficher, en fait. C'est un outil, en fait, qui nous permet de s'exciter, en fait. C'est vraiment pour l'environnement du dev, en fait. Et on n'affiche pas ça en prod. Voilà. genre Postman, mais qui peut être aussi servi directement par GraphQL. Et pour faire que j'ai mis dans le code pratique, créer des environnements, en fait. C'est mieux de le désactiver en prod. Ah ouais. Après, ça peut avoir une utilité quand même de le mettre en prod si. Après, c'est vraiment écrit dans le code pratique. Après, on n'est pas obligé de. Tu as beaucoup parlé, toi, d'API. En fait, ma problématique, moi, c'est surtout en fait, la différence entre les API publics et les API privés. C'est pas une sorte de fort trafic ou faible trafic. Et sur des API publics, on peut justement lui laisser ce genre d'outils parce qu'on veut justement que les utilisateurs ils découvrent ton API. Depuis ça. En tout cas, est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question?